Non, mais Maroc. on t'entend pas, Khoya Yassir. Ah là, je vais m'arrêter, parce que je suis dans ma voiture, c'est pour ça. Je vais m'arrêter, je vais me mettre en mute déjà. Désolé. Hakim, Mais la Mauritanie, Hakim, tu tu dis as la écrit Mauritanie, elle a eu son indépendance en 60. Elle a les été deux reconnue papiers. par le Maroc indépendante en 69. Rose, Le- ma sœur. Rose, Oui. ma sœur. Hé, t'es en train de parler à un Ahmar. Ouais, je sais, mais on essaie de les éduquer. Moi, ce que je te demande, c'est quand tu parles, tu dis je m'adresse aux Marocains pour qu'ils connaissent l'histoire. Voilà, pour ceux qui connaissent Je pas. m'adresse à nos Mararba pour qu'ils connaissent Ah. l'histoire. Mais par rapport- Quand il nous dit que justement Ibn Tashfin il est mauritanien et pas mauritanien parce que la Mauritanie c'est le nord du Maroc, c'est ce qui a conquis l'Espagne et le Portugal pendant les Almohades. Mais le truc c'est que justement Ibn Tashfin il est enterré où? Il est enterré à Marrakech. Et quand tu dis, d'accord, il est né dans la Mauritanie actuelle, mais à l'époque où il est né, quel était ce territoire? C'était le Maroc. Vous avez C'est compris les incroyable. Marocains? Donc là, il vient de vous expliquer pourquoi est-ce que Ibn Tashfin, il est né dans une zone qui est aujourd'hui la Mauritanie. Après, mais qui je vais était le Maroc. débunker un autre truc qui me tient à cœur, c'est concernant Ceuta et Melilla. Donc c'est une enclave c'est des enclaves qui sont espagnoles, qui ont été conquises en 1400 et en 1500 par les Portugais et par les Espagnols et ensuite cédées simplement aux Espagnols. Je ne veux plus entendre me dire que c'était contre un vélo parce que le vélo, lui, il a été créé en 1800, donc ça colle pas votre truc. Essayez au moins d'être bon sur les dates. Des enclaves espagnoles, vous en avez même une en France sur le territoire français, dans les Pyrénées. C'est une ville qui s'appelle Livia. C'est-à-dire que vous êtes sur le territoire français et dans cette ville, eh ben, c'est sous l'Espagne, sous l'égide de l'Espagne. C'est-à-dire que les dirigeants sont les Espagnols. Donc des enclaves, il y en a plusieurs comme ça partout dans le monde. Il n'y a rien d'étonnant. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Ma chère Rose, Gibraltar, elle est plus proche de l'Espagne. Tu peux de Ça l'Espagne appartient aller aux à Gibraltar. Britanniques, ma sœur. Ça appartient aux Comment? Britanniques. Oui, n'oublions pas que Gibraltar, elle appartient aux Britanniques, mais elle est plus proche des Espagnols. Donc voilà. Et pour Ceuta, elle est tombée en 1400 sous les Portugais. C'est les Portugais qui Oui, c'est ce que j'ai dit. Les Portugais, les Espagnols et ensuite cédés aux les Espagnols. Espagnols. Donc ça date de 1400. C'est pas venu avec. Mes sœurs, on va leur parler de Cabrera, d'Ibiza et de Tindouf. Tindouf appartient à qui? Au À la Maroc, République, à la Marocain, République ça appartenait sahraoui. historiquement au Maroc. Historiquement au Maroc, mais notre frère Bilal, il a donné la bonne réponse. Vas-y, Bilal, Khoya Bilal. Alors, la Tindouf, la République sahraoui démocratique et populaire, enfin RSAD, je crois, c'est ça, hein. Bon, République arabe sahraoui, ouais, c'est République arabe sahraoui démocratique. Donc, déjà, il n'y a pas de république. Deux, il n'y a pas d'arabe de ce côté-là, hein, et encore moins de démocratie. La capitale est Tindouf. Donc, ce territoire se situe en République algérienne démocratique et populaire. Et les Algériens n'ont pas le droit d'aller en République arabe sahraoui Elle appartient démocratique. à qui cette zone maintenant? Simplifie. Elle appartient au Polisario. Au Polisario, la C'est la capitale, ils ont leur République capitale. démocratique de Tindouf. C'est ça. Voilà. Et les Algériens n'ont c'est pas à le droit. Les Algériens n'ont pas le droit d'y aller, hein. Faut le savoir, ça. Ibiza, c'est à qui Ibiza? Ibiza, l'île, elle est à qui? Elle est aux Espagnols, elle appartenait historiquement aux Ottomans et aux Romains. Voilà. Qui était un territoire algérien, c'est ce qui appartenait Voilà. au territoire qui se trouve entre la Tunisie et le Maroc, qui n'est autre qu'un zoo, c'était rattaché à ce Mais il n'y territoire-là. a pas d'institution, si tu veux, en tant que telle, algérienne. Il n'y a pas de sultan, il n'y a pas de roi, il n'y a Et pas... Cabrera, ça devait appartenir à qui? Les Algériens. Voilà. Donc, lorsque vous nous sortez Ibiza, lorsque vous nous sortez Ceuta ou Melilla, nous, tout ce qu'on sait, c'est que Ceuta ou Melilla, ça nous rapporte 1 milliard pour chacune par an. 1 milliard d'euros par an pour chacune. 90% des habitants sont des Marocains. Voilà. Et la monnaie qui est utilisée est l'euro et le dirham. Vous pouvez payer en dirham à Ceuta et Voilà. Et Melilla. combien rapporte
La République de Tindouf, démocratique à l'Algérie, Et les combien de gens de rapports? ce coin peuvent entrer sans avoir de visa. Schengen. Exactement. Mais combien Mais de je Tu peux rapports? dire combien il a coûté. Dewan, Combien tu peux rapporte la République de demander Tindouf? combien il a coûté la République Tindouf pour les Voilà, c'est Algériens. la réponse que je voulais. 500 millions de dollars ou 500 milliards de dollars que l'Algérie a perdu au détriment du peuple pour la donner aux police belges pour faire un État et pour perdre une partie, comme dit le frère Bilal, une partie de leur territoire, qui est à la base un territoire marocain. Mais quand le police bell l'été veut partir en vacances, ils vont passer leurs vacances en Espagne avec leurs enfants, pendant que les enfants algériens manquent d'eau et de lait. Et je ne comprends pas. Vous préférez payer une milice terreau et rester dans votre misère noire, comme votre décennie noire, tout ça pour essayer de faire du mal et diviser le Maroc. Mais vous n'y parviendrez pas. 12 siècles d'histoire, vous pensez qu'il n'y en a pas d'autres qui ont essayé? Très honnêtement. Non, mais ils sont un peu intelligents, ils comprennent, de toute façon, le régime, il a compris que ça fait 60 ans que le police belge il est aux Nations Unies, là, ça n'a rien fait. Et ça le restera, et je pense même que ça va être clôturé. Donc, c'est pour ça que maintenant, et c'est pour ça justement que là maintenant le régime algérien il est en rage parce que il y a même je pense qu'il y a un journal italien qui a fait des fuites, qui a donné des fuites à certains journalistes comme quoi l'Algérie préparait une guerre. Une guerre, quand je dis une guerre, ça veut dire une guerre militaire contre le Maroc, parce qu'ils voyaient que ils ont vu que c'est perdu. Ma sœur. La France a fait un livre là-dessus. Tu sais que moi je l'ai acheté parce qu'ils ont demandé ce rapport. Moi je l'ai lu. Et dedans, il parle dans ce rapport qu'en fait la France l'a expressément demandé parce qu'il y a une diaspora marocaine et algérienne sur le territoire et ils ont peur qu'en fait le conflit s'étale sur le territoire français. Et en fait, au bout de quelques heures, le Maroc gagnerait la guerre contre l'Algérie. D'après leur étude de généraux, de spécialistes, de journalistes, d'historiens, de la façon dont ça allait se passer, qu'ils perdraient et que l'Algérie essaierait de faire des attentats et d'attaquer le territoire français. Et qu'il serait de plus en plus paranoïaque. Voilà ce que dit le livre. Je vous lirai des passages si vous voulez, je l'ai encore. Je voulais le filer à ma sœur, mais je vous le ça fait partie des différents scénarios. Hein. Je vais chercher le livre. Ça fait partie des différents scénarios. C'est pas la seule chose. Donc, oui, il y a l'Ukraine, il y a plusieurs scénarios. Voilà. C'est sur des études la prospective sur 15 ans, sur ce qui risque d'arriver c'est des études de scénario et quelle est la réponse que la France mettrait en avant en cas de si ça devait se passer. C'est juste la prospective. Ce qu'il faut faire attention, à ma sœur, ce que tu disais par rapport à l'article italien, il faut faire très très attention aux fake news du régime parce qu'on est vraiment dans des fake news, parfois ils inventent des choses. Donc il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui se dit, alors surtout en Algérie, mais parfois sur la presse étrangère, parfois beaucoup sur la presse française, et quelquefois sur la presse italienne ou autre. Donc il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui se dit, même si c'est écrit par des grands journalistes et autres, parce que derrière c'est une stratégie de propagande. C'est ça, je me méfie toujours, c'est vrai ce que tu dis, mais là je vais quand même, c'était des journaux quand même sérieux. Donc c'est pour ça que je disais, peut-être, mais c'est pas ça, c'est que s'ils veulent la guerre, certainement ils vont pas la gagner parce qu'ils croient qu'avec leur vieille armerie qu'ils ont achetée à l'ex-URSS, à la Russie, mais le Maroc il a de l'armement de haute technologie. Donc ils savent très bien, mais le régime algérien, il aurait aimé rentrer en guerre depuis longtemps avec le Maroc. Mais sauf que quand ils regardent les alliés de Maroc, c'est là où ils reculent. C'est là où ils commencent à réfléchir. Parce que eux, ils n'ont pas l'habitude de réfléchir. Vous savez très bien que eux, ils réagissent sur le champ, tu vois, comme ça. Je l'ai trouvé. Alors le titre, c'est les scénarios noirs de l'armée française. Le titre, c'est ça, les scénarios noirs de l'armée française. Ils ont mis comprendre les menaces qui nous attendent. C'est chez Robert Laffont et l'auteur, c'est Alexandra Saviana.
Et dedans, il parle de ça. Et en fait, il parle de la fameuse paranoïa algérienne, paranoïa qui est déjà citée dans Le Mal algérien, le livre de Louis Levet et Paul Tolila, où ils disent que les Algériens ont toujours une paranoïa d'espions, d'être attaqués en permanence, de tout ça. Oui, c'est vrai que eux. Artie, je sais pas, je l'ai acheté en librairie, moi. Je sais pas du tout si tu peux le trouver en. Bon, je ferai mes recherches. Merci en tout cas, merci beaucoup. En réalité, la paranoïa qu'ils ont, Et dedans, c'est la même paranoïa qu'avaient les bolcheviks dans les années 80. Ils avaient peur d'être envahis par les Américains. Rappelez-vous les files d'attente pour acheter à bouffer. Pour ceux qui ont un peu de recul. Vous vous souvenez quand on va regarder la télévision? On voyait ces files d'attente pour aller acheter du pain. Vous vous souvenez ou pas? Regarde, je te lis un tout petit passage. C'est le 22 août, une unité de 35 soldats algériens s'introduit en territoire marocain au petit matin. Des coups de feu sont échangés à la frontière. Le bilan est lourd. 3 soldats marocains sont tués et 11 blessés, tandis que 4 morts et 18 blessés sont à dénombrer du côté algérien. À la mi-journée, en dépit de balais diplomatique qui s'est mis en place ces derniers jours pour calmer les deux puissances régionales, l'escalade se poursuit. Rabat dénonce une intrusion inadmissible qui menace l'intégrité de son territoire. Le roi ne se privera pas de répliquer. Dans un engrenage qui rappelle douloureusement les événements de 63, en ce 22 août 2025, l'Algérie et le Maroc entrent en guerre. De l'autre côté de la Méditerranée, Paris insiste impuissant à la concrétisation d'un conflit et craint en haut lieu depuis plusieurs décennies. Les tensions entre l'Algérie et le Maroc sont à l'évidence un sujet de préoccupation pour la France qui suit cette situation avec la plus grande vigilance, confirme Didier Gros, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et ancien sous-directeur des affaires internationales au secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale. Les scénarios d'une forte dégradation des relations entre ces deux pays nous intéressent au plus haut point, car il est difficile d'imaginer qu'elle n'ait pas conséquence d'ordre politique et socio-économique sur la France. Donc après, ils disent les déplacements de population accompagnent souvent les conflits qui durent. Comme ses voisins espagnols et italiens, la France sait ce qui est en train de se nouer entre Alger et Rabat risque de bouleverser une situation déjà complexe. Mais pour l'instant, l'exécutif est comme paralysé. Voyez ce qui s'est passé en 2020 quand le Hirak s'est constitué en Algérie, rappelle Elie Tenenbaum, directeur du Centre d'études de sécurité, blablabla, à Paris. Paris était déjà tétanisé alors qu'il ne s'agissait que d'un mouvement civil et pacifique. Imaginez l'ampleur de la tétanie si l'on se retrouve face à une guerre aux portes de la Méditerranée qui oppose 2 de nos anciennes colonies. Une ancienne analyse que rejoint Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire ONU auprès de l'ONU. Paris se garderait bien de prendre position entre les deux pays, ne serait-ce qu'en raison des diasporas algériennes et marocaines présentes en France. Désireux de calmer le jeu, il a pourtant peur que ces tentatives de médiation soient perçues comme de l'ingérence, et donc quelque part comme un retour de refoulé de la colonisation. Une guerre Algérie-Maroc serait un piège redoutable pour la France. Hassan Xavier Driancourt, selon le diplomate, pas de doute, c'est le scénario du pire. Donc là, après, il parle de Bruxelles, et après, ils disent que sur le terrain, la situation se dégrade rapidement. Le 2 septembre, l'armée algérienne reprend le village de Riche, enclave marocaine dans la région de Figuig. Les observateurs internationaux estiment que la guerre des sables se rejoue sous leurs yeux. Mais la différence avec le conflit des années 60 est de taille. Il ne s'agit plus de pays venant à peine de reprendre leur indépendance, faisant s'affronter 2 armées mal équipées. Leur budget militaire est considérablement augmenté au cours de ces dernières années. En 2023, l'Algérie a alloué plus de 22 milliards de dollars à sa défense et le double de ce qu'elle lui avait consacré en 2022. La défense est désormais premier poste budgétaire du pays. Le budget moindre du Maroc, 12,5 milliards, est toutefois renforcé par des achats d'équipements militaires, notamment aux États-Unis. En avril 2023, Rabat a ainsi demandé d'acquérir l'équivalent de 250 millions de dollars d'équipements militaires américains avant de réaliser avec ce pays des exercices conjoints.
Les sommes consacrées aux armées ne sont pas les seuls indicateurs de l'intérêt militaire porté aux deux pays. Désormais, Maroc et Algérie sont deux forces militaires aux alliés puissants qui se jaugent. Donc, ils disent qu'il y a des réfugiés qui arrivent sur la mer Méditerranée. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Donc après, ils disent que le Maroc, il tient ses positions. Malgré le manque de soutien en équipement des alliés américaines et israéliennes, peu de désireux. Et l'Algérie, c'est pareil avec la Russie parce qu'ils sont en la guerre en Ukraine, ils peuvent pas leur fournir ni d'armes ni de munitions. Et l'armée en fait marocaine, elle va mettre à terre l'armée algérienne. Et en fait, l'armée algérienne, vu qu'elle va être terrassée par l'armée marocaine, elle va vouloir s'en prendre à l'armée, au territoire français en fait, comme par des attentats. Donc, ils disent, par exemple, 10 jours plus tard, le conflit devient sanglant et tourne court. Une incursion de blindés algériens près de Oujda, capitale de l'Est du Maroc, se solde par un échec retentissant. Les Marocains détruisent une quinzaine de chars de bataille algériens. Alger dénombre 30 morts dans ses rangs, quand les pertes de Rabat restent basses. En dépit de leur supériorité technique, les Algériens sont en grande difficulté. Dans ce cas, la déroute serait complète, imagine Elie Tenenbaum. Un cessez-le-feu est établi entre les deux pays grâce à la médiation de l'Égypte, mais le soulagement collectif est de courte durée. Conséquence de cette défaite, le régime algérien est fortement fragilisé. Après une telle conclusion du conflit, un régime comme celui en vigueur aujourd'hui en Algérie serait chancelant. Reprend le chercheur. Il y aurait des risques qu'il devienne aussi paranoïaque que fragile. Cette fragilité est d'autant plus prégnante qu'un régime militaire est aujourd'hui en place en Algérie, pointe Elie Tenenbaum. En règle générale, les pouvoirs militaires ont du mal à se relever des défaites. Regardez les conséquences de la guerre des Malawines qui a entraîné l'effondrement de la dictature argentine. Si une nouvelle génération domine la vie économique du pays, le pouvoir politique est encore entre les mains de l'armée qui représente 12% du PIB national, un record mondial. Le changement a des conséquences directes sur les ressortissants d'Algérie, mais aussi sur nos voisins méditerranéens français. Fragilisé, le pouvoir est contesté par des factions politiques hostiles à la France qui présentent Paris comme un ennemi à combattre pour parvenir à l'unification d'une